Bien, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce quatrième et dernier webinaire de la série La participation sur le grill, donc webinaire organisé par le réseau national des centres de ressources politiques de la ville et plus particulièrement de son groupe de travail démocratie et quartier populaire, pardon. Donc, pour rappel, le réseau des centres de ressources est composé de 20 centres de ressources sur l'ensemble du territoire national, euh, territoire d'outre-mer compris. Nos missions principales sont donc de soutenir les acteurs de la politique de la ville, de les accompagner de les mettre en réseau, de les former aussi de les accompagner dans des logiques de qualification collective, mais aussi de produire pardon, tout un tas de contenus et de produire des contenus justement sur l'ensemble des sujets qui intéressent la politique de la ville. Alors, à ce titre, le réseau national est organisé aussi en groupes de travail thématiques sur l'ensemble des thématiques structurantes de la politique de la ville. Et parmi celles-ci, donc, il y a la démocratie en quartier populaire, donc, qui a son groupe de travail, dont les membres sont ici présents et qui s'attachent depuis des années à produire des contenus, à réfléchir sur cette question de la participation pour soutenir ces acteurs et ces protagonistes. Dans ce cadre, donc le groupe de travail démocratie et quartier populaire, pardon, on a changé de nom il y a pas très longtemps, a réfléchi à une initiative pour cette année 2025 et a décidé d'organiser, comme vous le savez, parce que je pense que certains et certaines d'entre vous étaient présentes aux éditions, qu'on a déjà organisées, donc a décidé d'organiser un webinaire national sur le thème de la citoyenneté en quartier populaire sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Donc, il y a déjà eu trois éditions précédentes. Une en janvier sur la question de la participation électorale en quartier populaire et sur ses évolutions les 40 dernières années. Une sur les formes de participation des habitants et la dernière en mai sur les formes très concrètes de participation dans le cadre de la politique de la ville. Cette dernière édition d'aujourd'hui vous propose d'explorer les rapports qui peuvent exister entre les ambitions nationales et structurelles affichées en matière de participation dans le cadre de la politique de la ville et ses déclinaisons pratiques sur le terrain, depuis ces 40 dernières années, mais plus particulièrement aujourd'hui. Donc pour ça, on va procéder à un jeu d'échelle. On s'intéressera à la question de la participation dans le cadre de la politique de la ville au niveau national et structurel, en revenant sur l'expérience de la commission participation citoyenne des quartiers, dite commission Meshmash, qui a travaillé dans le cadre de la refonte de la politique de la ville justement à reconfigurer cette ambition de la participation. Et pour cela, on a le plaisir d'accueillir Lilia Santana, qui est chargée de développement et de coordination à Fabrique Territoire Santé, qui elle présentera, si elle veut, très succinctement, et qui est surtout ancienne membre de la commission participation citoyenne des quartiers, qui reviendra sur cette expérience et sur ses enjeux. Euh, on descendra ensuite un peu d'un cran pour s'intéresser à la dimension territoriale de la participation avec une intervention pardon, de Rim Sadik, qui est chargé de mission inclusion sociale à la métropole d'Aix-Marseille-Provence et qui nous expliquera leur initiative, l'initiative de la métropole qui est lancée sur le thème de la gouvernance du contrat de ville et notamment penser de manière participative. Et on remercie Rim Sadik de sa participation et de sa présence aujourd'hui. Et enfin, on redescendra encore d'une échelle en allant sur le terrain et en donnant la parole à Clarisse Femme, qui n'est pas encore avec nous, mais qui arrivera bientôt, qui est chef de projet investi sur les questions de participation citoyenne au sein de la ville
de l'Eurométropole de Strasbourg et donc qui reviendra sur son expérience en matière de participation sur la politique de la ville à cette échelle-là. Donc je vais laisser la parole à Lilia pour une quinzaine, une vingtaine de minutes et on se retrouve après pour les questions. Bonjour, excusez-moi. Donc, merci pour cette invitation. Je suis très heureuse de pouvoir participer à vos réflexions, en particulier sur ce sujet central dans la politique de la ville, puisque c'est même sa raison d'être de la politique de la ville. En repensant, en préparant cette intervention, j'ai reparcouru le rapport du Bedou, hein, qui précisait bien que c'était déjà faire des habitants des acteurs du changement. On était en 83, c'était les prémices de la politique de la ville. Je vais juste dire peut-être deux mots pour dire d'où je parle. Moi, je suis chargée de développement et de coordination à Fabrique Territoire Santé, qui est un espace ressources. Je vais faire très court. C'est un espace ressources à l'attention des professionnels engagés dans les démarches territoriales de santé, dans les projets locaux de santé. C'est une structure ressources un peu à l'image des centres de ressources politiques de la ville que vous connaissez bien, si ce n'est qu'on serait une sorte de centre de ressources à l'échelle nationale et non pas régionale ou départementale comme les centres de ressources et qu'on serait concentré sur la question des politiques de santé et pas sur l'ensemble des thématiques de la politique de la ville, mais avec cette même objectif de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé dans ce qui nous intéresse, mais vraiment cette type de réduction des inégalités et ce fil rouge aussi qui est très important de la participation des habitants. Donc, je vous propose une intervention en trois temps. Un premier temps, un peu un retour sur la commission participation citoyenne, quelques enseignements sur le rapport et puis d'ouvrir sur quelques pistes de réflexion dont on pourra se saisir pour la suite. Donc, peut-être préciser par rapport à la participation citoyenne, donc je n'interviens pas aujourd'hui en tant que porte-parole ou que représentante de la commission. J'ai pas consulté les membres de la commission dans le cadre de la préparation de cette intervention, mais plutôt à titre personnel, au titre de mon expérience, et parmi mon expérience, le fait d'avoir été sollicitée pour rejoindre cette commission. Donc, cette commission, elle a été lancée, genre, quelques mots sur sa mise en place, ses objectifs et sa méthode de travail. Donc, elle a été mise en place en mars 2023. C'est à l'époque Olivier Klein, qui était ministre de la politique du logement et de la ville. Olivier Klein, qui est également un acteur territorial, c'est un élu local de Clichy-sous-Bois, quartier en politique de la ville, qui est connu et reconnu, c'est l'ancien président de d'Anru par ailleurs, et qui a confié la présidence de cette mission à Mohamed Mechmash. Mohamed Mechmach, ce choix est pas anodin et il dit aussi des choses sur les ambitions et les attentes que recouvrait la mise en place de cette commission. Mohamed est une figure militante issue du terrain, connue et reconnue, un militant des quartiers populaires. C'est le fondateur d'Assez le Feu, qui est né suite aux révoltes de 2005. C'est le fondateur de la coordination Passe en nous, qui est né suite aux travaux du précédent grand rapport commandé par un ministère dans le cadre de la politique de la ville. On était alors en 2013 et c'était dans le cadre de la préparation de la loi de programmation de la ville de 2014. Et c'est donc un militant, un professionnel, un expert, qui a un discours fort et qui est bien connu et reconnu sur la reconnaissance et la légitimité de la parole des habitants. Cette commission, elle a cherché à réunir des profils et des points de vue et des expériences très diverses. Alors, pour les acteurs de la politique de la ville, ça paraît un peu le b.a.-ba que de réunir des profils différents, mais ça n'est pas tant que ça. Donc, ça réunit évidemment des habitants militants, des professionnels, majoritairement issus du champ du social et de la santé, issus du milieu associatif pour beaucoup, mais également peut-être des collectivités. Il y avait également des élus, des représentants de l'État, du préfet, des délégués du préfet, des représentants de services villes des préfectures, puis des chercheurs et des experts. Et cette diversité, elle avait pour objectif voilà, de croiser les regards, d'éviter l'entre-soi ou également les positions un peu convenues et de mixer les regards. Mais surtout, les personnes qui avaient été, à qui on a proposé de rejoindre cette commission, c'était des personnes qui avaient déjà une certaine expérience, une certaine expertise. Et très vite, il y a eu un consensus où l'objectif, c'était pas de réinventer l'eau tiède. C'était souvent là, des militants engagés depuis 20-30 ans, euh, peut-être moins, mais qui avaient envie, voilà, de faire un pas en avant et pas de euh, réinventer l'eau tiède, comme on pouvait dire entre nous.
Donc, volontairement, il y a eu l'idée de mettre en place une méthode de travail le plus ouverte possible et le plus en cohérence avec les messages qu'on savait d'ores et déjà qu'on allait faire passer, en tout cas pour certains. Il y avait tout le travail de la commission qui allait faire émerger évidemment des choses, mais il y avait déjà un certain nombre de choses sur lesquelles ces membres étaient convaincus. Donc, il y a eu la sollicitation essentiellement de professionnels et de militants d'associations issus de quartiers politiques de la ville. Donc, on a procédé à des auditions autour d'un certain nombre de thématiques, l'éducation, la santé, la culture, etc. Il y a eu également des visites de terrain et la participation à des réunions publiques organisées localement, en général en lien avec les délégués du préfet, les chefs de projet, parce qu'il y avait vraiment cette volonté, au-delà des acteurs auditionnés, qui sont plus souvent des professionnels, qui connaissent les besoins des habitants, qui sont à l'écoute des habitants, et mais c'est une parole quand même de professionnels et c'est pas une parole d'habitants. Donc il y avait aussi cette volonté d'être en accord avec les messages qu'on pouvait passer. Et à côté des auditions, des réunions publiques se tiennent, organisées par les acteurs de terrain et auxquelles les membres de la commission pouvaient assister. Alors, non pas pour intervenir ni pour animer, c'était pas ça l'objet. L'objet, c'était vraiment de venir très modestement écouter, entendre ce que les habitants avaient à dire sur la situation de leur quartier, sur leurs besoins, sur leurs attentes et montrer par là même que les habitants n'ont pas qu'une expertise d'usage. Là-dessus, il y a une forme de consensus. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les habitants ont, voilà, une expertise d'usage, qu'ils connaissent leur quartier, qu'ils savent comment il fonctionne. L'objectif, c'était d'aller un peu plus loin et de montrer que, au-delà, ils ont aussi une capacité à porter un regard critique sur des situations, à analyser des situations, à avoir un avis, à formuler des priorités, exprimer des besoins, et formuler des recommandations. Et puis, dans un troisième temps, il y a eu un temps de travail. Alors, j'ai utilisé le terme d'atelier de travail, d'atelier d'écriture. Donc, on était accompagné par un chargé de mission. Et puis, on s'est réunis pour essayer de faire cette synthèse. Et on s'est vite rendu compte que la forme du rapport était aussi en cohérence avec les messages forts que voulait faire passer cette, ce rapport. Excusez-moi. Donc, il y a un préambule qui rappelle qu'on n'agit pas hors sol, qu'on est dans un contexte social, politique, économique et qu'il pèse fortement sur la capacité à mener une démarche participative. Le contexte d'élaboration du rapport de la commission a été particulier. La commission avait à peine lancé ses travaux, qu'il y a eu la mort de Naël, une série de révoltes dans les quartiers, parfois des propos très durs tenus par sur les chaînes de télé, de radio, tenus par des journalistes, mais aussi par des responsables politiques et qui ont pu heurter très fortement la population parce que parmi ces propos, il y en avait une part non négligeable qui stigmatisait fortement les habitants et qui les rendait, notamment les maires, responsables de la situation, pointaient des carences éducatives, des défaillances. Voilà. On était un peu sur ce schéma, malheureusement, un peu classique que véhiculent les médias où les habitants sont quand même en partie responsables, voire fortement responsables des situations, des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc ça a été quelque chose qui a fortement pesé, qu'on a souhaité mettre en avant, sur lequel on a insisté dans un document, dans un préambule, puis ensuite, de façon assez classique, deux parties qui dressent un peu un état des lieux, et on n'était pas dans une évaluation, mais sur un regard critique sur ce qui s'est déjà passé, ce qui a déjà eu lieu dans la politique de la ville, dans les 40 années de politique de la ville, et puis une partie un peu de recommandations et de pistes de réflexion. Donc la première partie sur un peu ces 40 ans de politique de la ville et les enseignements qu'on pouvait en tirer, le premier message, c'était quand même de rappeler qu'on ne part pas de rien. Et c'est pour ça que la commission, elle a souhaité et elle a beaucoup insisté dans la rédaction, c'était très présent, rappeler que on n'allait rien inventer et qu'on allait voilà, que beaucoup de choses avaient été dites et que quasiment l'essentiel avait été dit, et qu'il fallait peut-être commencer par ouvrir ces rapports, s'en imprégner, les lire, les décortiquer, plutôt que d'essayer voilà, de faire un énième rapport. Euh, Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était de montrer les limites qu'on connaissait d'ores et déjà et voilà, qu'on posait sur la table, qu'on n'avait pas forcément besoin de redévelopper un argumentaire. Cet argumentaire, il existait déjà. Parmi les limites fortes qui ont été pointées, euh, parmi les enseignements qui ont été mis en avant, il y avait celui d'une participation qui existe, en tout cas sur le papier, depuis très longtemps,
qui est parfois un peu dans un flou entre consultation, concertation, coproduction, codécision. On ne sait pas trop forcément où placer le curseur et qu'est-ce que ça a produit. Et un fort sentiment d'une participation qui a trop souvent été encadrée, voire instrumentalisée, où la population est avant tout invitée à prendre connaissance de projets qui ont été, qui sont déjà en grande partie ficelés. Alors, de projets, ça retire rien à la qualité des projets et à la bonne intention de celles et ceux qui les ont portés. C'est des projets qui visent à améliorer la situation des habitants, à améliorer leur cadre de vie. C'est pas ça qui est remis en question, mais on a trop souvent des démarches de participation qui finalement ont pour objectif d'informer la population. On utilise souvent le terme, il faut que la population s'approprie le projet. S'ils doivent se l'approprier, c'est bien qu'il n'a pas été pensé avec eux et par eux. Et où la population est plus souvent invitée à choisir les détails. On se moque un peu, choisir la couleur des volets, la couleur des rideaux, mais rarement à discuter des grandes orientations qui vont structurer le projet. Parmi les enseignements mis en avant, il y avait aussi la question des moyens très inadaptés ou inégaux. On reviendra dessus un peu plus tard, mais on parle souvent du temps des habitants, qui n'est pas nécessairement celui de l'administration. Donc ça, c'est quand même un premier biais qui pose beaucoup de démarches. La question des financements qui ne sont pas pérennes, de dispositifs instables, le turnover institutionnel qui est relativement constant, des règles du jeu, on parle souvent d'injonctions contradictoires avec des démarches qui peuvent pas décoller et prendre pleinement leur place. Et puis, il évoquait aussi une forme de crise de confiance entre les habitants et les institutions, une forme de défiance alimentée par des consultations qui n'ont pas forcément été très fructueuses, qui ne sont pas allées jusqu'au bout de leurs promesses, des propos stigmatisants à l'égard de la population, comme ça vient d'être évoqué. Et pour autant, il y avait cette volonté aussi de ne pas jeter le bébé avec le bain. On était sur un collectif d'une vingtaine de personnes qui sont convaincues que oui, la participation des habitants, c'est une condition sine qua non à la construction de politiques publiques pertinentes si on veut améliorer la situation des habitants de ces territoires. Mais voilà, mais qu'il y a certaines choses à améliorer, mais que voilà, il faut aussi savoir reconnaître, aller trouver, valoriser ce qui existe déjà. Et on a pu bénéficier sur la même période d'un travail d'évaluation mené par la NCT en interne sur les conseils citoyens. C'était cette démarche qui avait été mise en place lors de la précédente génération, donc faire un peu le bilan, puisqu'on entendait aussi beaucoup de critiques sur une participation qui arriverait à bout de souffle, des conseils citoyens qui seraient en difficulté. Donc l'objectif, c'était aussi de montrer ce que ça avait pu produire et sur quoi on pouvait prendre appui, valoriser et déployer. Et le rapport a aussi cherché, et on a reçu un certain nombre d'acteurs, de partenaires, porteurs de démarches de réflexion qui, alors à l'image des tables de quartier, par exemple, qui sont peut-être les plus connus et voilà, on avait fait le choix de mettre en avant, en tout cas de présenter, de dire que ça devait être des points d'appui importants. Euh, j'ai bientôt fini. Le troisième point, le deuxième point, c'était donc quand même la production d'un certain nombre de recommandations. Alors, le rapport s'est attaché systématiquement à rendre la paternité de ces recommandations. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail de lecture, de prise de connaissance des nombreux travaux universitaires et issus aussi des évaluations, etc., qui ont pu être faits au cours des 40 années, et de rappeler que, voilà, comme le dit le rapport Meshmach-Baké en partie, mais aussi d'autres rapports, de rappeler que ça existait déjà et qu'il faut s'appuyer sur ces connaissances. Parce que la mission qui était confiée à cette commission, c'était bien de produire des recommandations pour renforcer la place des habitants dans les contrats de ville qui allaient être signés 9 mois plus tard. Donc, on a aussi été confronté à des biais et souvent on en rigolait en se disant finalement, les travaux de cette commission, c'est un peu une recherche-action parce qu'on est nous-mêmes confrontés à certaines des limites qu'on constate dans les démarches de participation citoyenne. Et par exemple, la question du calendrier. La commission a été mise en place en mars 2023, mais on devait rendre nos travaux dans le meilleur des cas en décembre 2023. En décembre 2023, devaient être signés les contrats de ville 2023-2030. Donc déjà, il y avait clairement un décalage. On en avait pleinement conscience, on n'était pas naïfs. Mais comme on était convaincus, les gens se sont dit, bah, c'est pas grave, on y va, parce que de toute façon, parmi les messages qu'on veut faire passer, c'est qu'une démarche de participation, ça doit pas être du one shot. Ça doit pas être uniquement
une mobilisation très intensive au moment de l'élaboration de cette nouvelle politique publique, mais ça doit être initié à ce moment-là peut-être, mais en tout cas se prolonger et voilà, être l'objet d'une démarche permanente tout au long de la vie du projet. Donc on a continué, malgré le fait que c'était pas, c'était, voilà, c'était pas nécessairement le bon timing et on allait le regretter dans le rapport, le pointer comme un des regrets dans le rapport. On voit trop souvent des projets, notamment dans les projets urbains, avec des démarches de consultation qui démarrent en même temps que les travaux des études des équipes techniques, de nombreux projets de rénovation urbaine. Les équipes d'architectes et d'urbanistes commencent à travailler en même temps qu'est lancée la démarche de concertation. Donc, clairement, le cahier des charges qui leur est confié ne pourra pas s'appuyer sur les besoins, les attentes qui ont été formulés par les habitants. Euh, une autre limite importante, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était ce climat de confiance, de dialogue entre la population et les pouvoirs publics, qui était déjà un peu, qui peut parfois être dégradé. Et voilà, le contexte, mais ça, je l'ai déjà évoqué, avec notamment une stigmatisation de la population, notamment des maires, voilà, qui abîme le lien entre institutions et habitants. Un atout fort, par contre, qui s'est révélé, qui s'est confirmé, c'est la mobilisation forte sur le terrain des habitants, que ce soit dans le cadre des réunions publiques qui ont pu avoir lieu, comme dans le cadre des travaux d'écriture et de construction de ce rapport, où les habitants, les représentants des collèges habitants et associatifs ont été, et de loin, les plus assidus, les plus impliqués, et qui prouvent que la demande de participation est bien là. La reconnaissance institutionnelle est peut-être un peu plus fragile. Donc, très rapidement, les trois messages essentiels, c'était de rappeler que la participation, c'est avant tout une question de volonté politique, que c'est un acte politique, que c'est pas une affaire d'outils, que tous les formats peuvent être utiles et pertinents, entre des marches exploratoires, des enquêtes, des réunions publiques, du micro-trottoir, si et seulement si on a une vraie volonté d'agir et d'écouter en conséquence. Le deuxième message, c'était qu'il n'y a pas de politique de la ville sans politique, sans droit commun. Si le droit commun n'est pas au rendez-vous, la politique de la ville, elle n'a pas de prise, elle vient s'accrocher à rien. Donc, au mieux, elle est en complément. Et pour les habitants, ben, c'est toujours mieux que rien parce qu'il se passe quand même quelque chose. Mais on ne peut pas attendre d'elle qu'elle ait cet impact structurant et qu'elle permette d'être un véritable levier pour améliorer la vie des habitants. Et s'il n'y a pas de droit commun, en fait, la mobilisation des habitants, elle se concentre à ce moment-là. C'est-à-dire que les habitants d'un quartier vont d'abord se mobiliser dans l'immédiat pour faire en sorte que les professeurs absents soient remplacés, pour faire en sorte que le cadre de vie le cadre extérieur soit entretenu, etc. Lorsque vous avez épuisé en fait l'énergie des parents d'élèves à faire des pétitions, à faire des interpellations pour que le prof soit remplacé, ou les habitants du quartier à renouveler des courriers auprès des pouvoirs publics ou des institutions pour faire en sorte que la cage d'escalier soit en bon état, que l'ascenseur soit réparé, etc. Vous avez usé vous avez pris du temps, vous avez usé son énergie et vous avez entamé sa confiance en un dialogue fructueux où il serait écouté et où ces interpellations seraient entendues. Donc maintenant, les trois pistes peut-être de réflexion. Un, c'est rappeler donc, que la participation est un acte politique et au-delà des mots, comment rendre ça concret. Quand on dit politique, c'est vraiment au sens noble du terme politique, hein, c'est pas politicien, mais c'est accepter que mettre en place une démarche comme ça, c'est accepter de redistribuer du pouvoir, d'ouvrir la décision et d'accepter le dissensus et le débat. De pas considérer que quand des habitants viennent s'exprimer contre un projet ou qui viennent le remettre en question, ou qui viennent faire des propositions alternatives, c'est pas un échec de la démarche de participation. C'est même peut-être au contraire un succès. Ça veut dire qu'ils se sont emparés. C'est aussi, je dis nous, acteurs professionnels des politiques locales, à nous de savoir aller écouter ce que les habitants disent déjà, parce qu'ils ont énormément d'instances à travers les associations auxquelles ils participent, à travers des instances qui existent déjà, les comités de quartier, il y a des conseils de quartier, des conseils de quartier,
Il y a des d'école, des conseils d'habitants, des conseils de classe, excusez-moi, concernant l'éducation, par exemple. Et c'est là aussi qu'on doit aller laisser traîner nos oreilles, écouter ce qui se dit et partir de là, parce que voilà, on part pas de rien et les habitants disent déjà quand même beaucoup de choses. Et peut-être le troisième message qui semble important, c'est de rappeler que finalement, et là aussi les travaux de la commission l'ont prouvé, le local n'attend pas que le national s'active. Le national, il peut donner un contexte, il peut donner des moyens, notamment à travers des lois, des décrets, à travers des dispositifs qui vont soutenir et qui vont permettre techniquement, concrètement, de mettre en place des choses. Mais le local, il n'attend pas ça et il agit tout seul. Et d'ailleurs, on l'a bien vu là, localement, il y a eu des espaces perfectibles sans doute, mais il y a quand même eu des temps d'échange, des temps de rencontre, et lorsqu'il y avait de la bonne volonté, il y a eu une prise en compte de remontée de terrain et de ce qui a pu émerger d'une parole citoyenne et habitante, et le local avance, y compris y compris si le national peut rester parfois un peu dans le flou ou dans une expression très forte. Donc, il y a des collectifs qui se créent, des démarches qui se construisent, des expérimentations qui ont lieu, qu'elles portent ou pas le label participation. Donc voilà, juste pour conclure, deux messages au pouvoir public, État, collectivités, institutionnels, c'est de soutenir ces dynamiques par des financements pérennes et pas des appels à projets ponctuels, par des cadres le plus souples possible et surtout par une parole publique qui soit digne de confiance, j'ai envie de dire, qui reconnaît et qui valorise l'intelligence des territoires et pas seulement une expertise d'usage, mais aussi un regard critique, une capacité à s'exprimer et à formuler des attentes et des besoins. Et en conclusion, donc à nous tous, de ne pas faire semblant et de donner les moyens de créer les contextes de cette participation. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des Alors, questions, des remarques? il y a une question de Mathieu Olivier qui dit, il est question de trois points. Question de volonté politique, de droit commun et point d'interrogation. Troisième point, je pense que c'est le climat de confiance et c'est d'avoir un environnement qui donne du sens et qui laisse penser aux habitants que oui, ça vaut le coup de donner du temps, de donner de leur énergie, de participer à des instances, de faire remonter les réalités de terrain parce que cette parole sera entendue à un moment donné, quelqu'un s'en saisira et sera en mesure d'y apporter un écho. Il y a une dernière question donc, qui est la suivante. Dans le cadre de ces rapports, diriez-vous qu'aujourd'hui, il y a en réalité encore moins de participation citoyenne, malgré le nombre d'années et de dispositifs mis en place? Je pense pas. Je pense qu'il y a des tas de formes de participation qu'on rend pas visibles. Je pense par exemple autour de l'école. Euh, les parents d'élèves, c'est des acteurs extrêmement investis qui sont systématiquement présents et qu'il y a des instances euh, comme les conseils de là, les conseils de l'établissement, qui sont des espaces où les parents d'élèves peuvent faire remonter des choses, pointer des dysfonctionnements, des besoins, des situations et et que ça se dément pas. Après, des instances de participation plus larges sur la politique de la ville, à ma connaissance, il y en a toujours. Elles sont pas forcément toujours très satisfaisantes pour tout le monde, mais voilà, Hmm. Merci, Lilia, pour cette approche. Il y a Laetitia qui veut prendre la parole, peut-être pour répondre aussi. Oui, puis après, je vous propose qu'on avance. Oui. Ouais, juste très rapidement. Alors, par rapport à ce qui a été évoqué sur le rapport Meshmash, ben, à voir si ça sortira ou pas. On sait qu'en tout cas, dans le dernier CIV, rien n'a été annoncé sur les questions de participation citoyenne, si ce n'est que l'obligation des conseils citoyens est toujours en vigueur. Toutefois, le conseil citoyen peut revêtir la forme qu'on lui donne. Donc peut-être qu'il faut aussi faire preuve de créativité pour aller voir, enfin ouvrir un peu les perspectives et créer des instances un peu différemment. Et pour rebondir sur ce que disait Lilia, j'aurais tendance également à dire que, en fait, il faut regarder la participation là où elle est et pas là où on voudrait qu'elle soit. Hmm. Il y a un petit côté aussi de se rendre compte de ce qui existe déjà dans les quartiers. Effectivement, les mobilisations, les engagements des habitants sont vraiment divers et variés. Et donc, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'y a pas moins de participation citoyenne, mais par contre, qu'il faut apprendre à la regarder différemment.
Très bien, merci beaucoup. Et du coup, je fais le lien avec Rim Sadik de la métropole Aix-Marseille parce que on l'a invité, on trouvait super intéressant la démarche qui est naissante. Et merci de prendre la parole pour raconter un peu l'intention de départ et cette aventure qui démarre à peine. Donc, je préviens aussi l'ensemble des participants, des auditeurs. On n'a pas encore de retour sur cette démarche-là, mais ce qui nous intéressait là, c'est euh, déjà la volonté. On a beaucoup parlé de volonté politique, institutionnelle, et là, il y a une volonté assez marquée de penser de façon plus structurelle, plus durable. Ça, c'est moi qui le dis comme ça. Je ne sais pas si Rim, tu confirmeras, mais cette question de la place des habitants, et pas simplement dans une action, un projet, mais euh, à l'échelle du contrat de ville aussi. Donc, on est bien sur aussi, pour faire le lien avec ce que disait Nora, sur comment on transforme nos pratiques, nos organisations pour mieux prendre en compte la parole qui remonte du terrain. Euh, Rim, je te laisse la parole. Un grand merci. C'est rare qu'on ait des partenaires qui viennent présenter une intention de départ, une aventure qui démarre, sans maîtriser exactement là où ils vont, mais c'est ça que je trouve, enfin, qui nous a beaucoup intéressé dans votre démarche et que tu vas nous raconter. Ok, mais merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. Merci Guy Laurent pour l'introduction aussi parce qu'effectivement, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment une démarche en cours qu'on vient à peine de lancer, qu'on a écrit il y a un an parce qu'il a fallu passer par une procédure de marché. Je vais vous expliquer tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui démarre tout juste. Et pour cela, j'ai un petit support que je vous partage. D'ailleurs, j'espère que vous le voyez bien. Normalement, oui. Qui est plutôt là pour donner corps à certaines choses que je vais mentionner, qui sont peut-être un peu abstraites, conceptuelles sur le modèle de gouvernance de notre contrat de ville, etc. Donc le support va pas suivre exactement ce que je vais dire, c'est plutôt pour m'y référer et surtout être plus concrète si des choses ne sont pas claires. Voilà, donc je commence par me présenter. Je m'appelle Rim Sadik, je travaille à la métropole Aix-Marseille Provence au sein de la direction cohésion sociale. Je fais partie d'un service où on a en charge l'animation globale et le pilotage du contrat de ville métropolitain, qu'on a appelé le contrat des possibles. Et notamment dans notre service et dans mes missions se trouve la question de les projets de coopération avec le droit commun, pour cette fameuse mobilisation du droit commun dont on vient aussi d'entendre parler avec les propos de Lilia, et de manière générale l'animation de la gouvernance du contrat et donc de cette toute nouvelle et récente mission qui est de mettre en place dans notre modèle de gouvernance un espace ouvert et participatif pour impliquer la société civile à l'échelle métropolitaine. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Lilia pour son intervention aussi et je vais vraiment bien m'intégrer dans ce qui a été présenté parce qu'en fait, tout ce que vous avez dit, Lilia, c'est vraiment des choses qu'on partage et qu'on a posé comme constat et intention au démarrage de notre mission. La question en fait, on part pas de rien depuis des années. La question de la participation parfois qui n'est pas visible, le sujet des conseils citoyens. Voilà, tout ça est notre terreau de démarrage et justement un sujet un peu à défi dans nos ambitions de cette mission. Donc, je vais essayer d'être vraiment la plus claire et posée possible. Je vais commencer par vous parler un peu du cadre dans lequel s'inscrit la mission, pourquoi on veut aller vers une gouvernance ouverte et un peu la méthode, notre processus apprenant, notre méthode par étapes et nos intentions, nos défis, ce qu'on imagine à ce stade. Et puis, je serai ravie de répondre à vos questions. D'abord, il me semble important de vous partager que cette mission, elle s'inscrit dans c'est pas une brique isolée, elle est vraiment pensée en cohérence avec l'ensemble de la démarche de notre contrat des possibles et elle fait partie d'une stratégie globale qu'on a posée dans ce contrat de ville. En quelques mots, si je devais résumer en quoi le contrat de ville métropolitain qui est notre contrat incarne
incarne un peu une logique renouvelée de la politique de la ville, c'est à travers plusieurs partis pris. Il y a la question des changements de posture. Voilà, on travaille et on a posé vraiment en intention et en méthode la question de valoriser les dynamiques locales en soutenant l'engagement des acteurs de terrain. Et notre contrat repose sur vraiment une gouvernance partenariale qui fait place à l'expérimentation, à l'écoute, à la co-construction. Ça a été toute l'année 2023 qu'on a mené pour construire ce contrat de ville qui est le premier contrat métropolitain pour nous sur notre territoire, du fait d'une évolution très récente de la métropole. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, avant, on avait 6 contrats de ville sur l'échelle de notre métropole. Et là, depuis 2024, on n'a plus qu'un seul contrat métropolitain et ça change vraiment la donne. C'est pour ça qu'on se permet de dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'être renouvelé dans notre manière de faire de la politique de la ville sur le territoire. Donc la question des postures, j'en ai parlé. On est aussi dans s'impliquer dans une logique d'impact collectif plutôt qu'une logique de guichet, en s'appuyant sur des dynamiques d'alliance, en se formant à ces méthodes d'approche orientée changement et d'impact collectif dans l'animation territoriale, dans les outils de développement local qu'on veut plus adaptés, plus participatifs dans nos manières de coopérer entre acteurs. Ça vient avec le troisième parti pris, qui est la question de la montée en compétences générales, collectives, ancrées dans les territoires, avec une logique d'apprentissage et qui mobilise différents formats. On a posé des communautés de pratique du co-développement, des voyages apprenants, des échanges entre pairs. C'est des choses qui sont animées depuis un an dans le cadre de notre contrat. Et d'ailleurs, sur ces 3 points précis, je tiens à saluer l'accompagnement et le travail à nos côtés du CRPV Cité Ressources et incarné par toute l'équipe, et en l'occurrence Guy Laurent Bieliki, qui font un travail vraiment remarquable et super précieux avec nous pour nous amener vers ces approches orientées changement, et ils participent grandement à toute cette stratégie. Il y a 2 autres partis pris, mais je vais être plus rapide parce que ils concernent moins le sujet du jour, mais quand même la question de comment on décloisonne nos approches vis-à-vis des politiques publiques de droit commun. Donc, on a posé le contrat de ville métropolitain, cette échelle-là, comme interface entre les enjeux des quartiers et les politiques publiques, à commencer par les politiques publiques métropolitaines pour vraiment ce qui nous concerne dans mon équipe, puisque on se dit autant être exemplaire sur aller chercher des projets de coopération avec la mobilité, qui est une compétence métropolitaine pour des questions de mobilité inclusive dans les quartiers. Ça va aussi bien être sur des sujets d'accès à la culture, d'économie, d'éducation, de sport. Voilà, comment on mobilise le droit commun dans une dynamique de projets de coopération en décloisonnant un peu les approches. Et un dernier parti pris qui est l'ouverture à l'international. Je le dis aussi parce que typiquement, les approches d'impact collectif, elles nous viennent du Québec, et on est dans une démarche aussi de s'ouvrir, aller voir ce qui se passe ailleurs, et un peu décloisonner aussi nos approches à travers des expériences de mobilité internationale et de voyages apprenants pour les professionnels, les associations, les institutions. Voilà pour la stratégie un petit peu d'ensemble sur laquelle je voulais revenir. On a une action qui est articulée à 3 échelles en fait dans le contrat. On a notre contrat métropolitain qui a un rôle d'animation, de soutien au développement local, de diffusion, de capitalisation, et c'est pas du tout un centre de commande, mais plutôt vraiment un soutien pour les dynamiques locales. Il y a un pilotage qui se fait aussi au niveau des 16 villes qui ont des quartiers prioritaires à travers des conventions communales. Et puis, l'échelon le plus opérationnel et territorial, c'est les projets de quartier, avec une animation qui est complètement dans l'approche orientée changement. Les projets de quartier ont été construits selon ces méthodes. Qui sont des espaces de coopération concrète sur les territoires et d'engagement, de priorisation locale. Je le dis parce que c'est vraiment important pour la suite de la compréhension de ce que je vais vous présenter sur notre mission. Le modèle de gouvernance, très rapidement, qui a été posé dans le contrat de ville, dans le contrat métropolitain, c'est plusieurs espaces, plusieurs séquences tout au long de l'année pour réunir les partenaires. On a notamment un club des élus qui se réunit 1 à 2 fois par an autour de notre vice-président et des 16 maires des communes concernées. On a un comité de pilotage
qu'on a posé annuel en fin d'année qui réunit l'ensemble des signataires et autour de ce copilotage métropole-État, donc autour du VP et de la préfète déléguée à l'égalité des chances. On a des assises annuelles dont on sort tout juste, c'est pour ça que j'ai encore un petit peu la voix cassée, qui étaient 3 jours super intenses là, en fin de semaine dernière, justement, qui se veulent être un espace de participation, qui se veulent être un espace de gouvernance où on accueille tout l'écosystème métropolitain, associatif, institutionnel, etc., pour produire, travailler, revoir l'agenda d'une année sur l'autre, l'agenda du contrat. Et on a eu toute une journée dédiée à la question du pouvoir d'agir, de la participation et de la gouvernance partagée lors de ces assises. Dans ce modèle de gouvernance, et c'est là qu'on a posé dès l'écriture du contrat un engagement, celui d'ouvrir un espace, de créer un dispositif métropolitain d'implication de la société civile. Donc, qui serait une instance de démocratie participative à l'échelle métropolitaine dédiée au développement continu de notre contrat. Un espace où on peut organiser une concertation à cette échelle, du débat public et qui s'articule aux instances de pilotage et de manière générale à la démarche aussi d'évaluation du contrat. Donc, c'est quelque chose qui a été posé dans notre contrat de ville, qui a été validé, mais comme tel, c'est-à-dire qu'on s'engage à le faire. Dès que le contrat a été validé l'année dernière, en avril 2024, on s'est donc mis à l'écriture d'un cahier des charges, parce qu'on a dit qu'on avait besoin d'être accompagné pour mener cette mission, et donc on est passé par une procédure de marché, on a écrit tout un cahier des charges pour choisir une AMO, et je vais vous en dire un petit peu plus. Voilà, en quelques mots, ce cahier des charges a posé les objectifs suivants. On a besoin d'analyser, de porter un regard critique sur l'état de la participation citoyenne actuelle sur notre territoire. Et ce qui était complexe dans l'écriture de ce cahier des charges, c'est que on n'était pas du tout dans un modèle habituel de on fait un marché pour une commande précise. On n'était pas en train d'écrire un cahier des charges qui disait bon ben voilà, on a besoin d'une AMO pour nous aider à monter un panel citoyen, on a besoin d'une AMO pour nous aider à mettre en place une assemblée citoyenne. Non, on a écrit le cahier des charges en gros pour dire on a envie d'ouvrir la gouvernance à la société civile, aux associations, aux habitants. On ne sait pas comment faire et surtout, on ne sait pas qu'est-ce qui est le plus pertinent aujourd'hui à l'échelle métropolitaine pour que ça fasse sens, que ce soit pas redondant avec tout ce qui existe sur les territoires, qu'on vienne justement pas ajouter une couche, mais au contraire donner à voir, valoriser, faire remonter, être dans quelque chose d'ascendant. Et en gros, le cahier des charges, c'était en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais on sait qu'on veut le faire. Aidez-nous. Et c'est toute la complexité de l'écriture de ce marché. Et je vais vous en dire plus juste après sur le groupement qui a été retenu, mais justement, ils ont vraiment su faire la synthèse de plein de choses. Et on est ravis que la mission se lance. Et en gros, dans les objectifs, on a demandé une première phase justement de co-construction et après cet état des lieux de décrire en fait des scénarios différents de qu'est-ce que pourrait être, quelle forme pourrait prendre ce modèle de gouvernance ouverte à la société civile, de nous accompagner à formaliser un scénario choisi à la fin auprès du COPIL, et ensuite d'assurer l'opérationnalisation et l'expérimentation, vraiment la mise en œuvre de cet espace. On a comme première ambition, qui sont aussi des points d'alerte partagés, mais la question de la définition des concepts et des termes, parce que justement, je vous le disais, le cahier des charges, il était volontairement très ouvert parce qu'on se lance dans quelque chose et on n'avait pas une commande précise, on avait plutôt des intentions. Donc, d'ailleurs, le groupement vient vraiment nous challenger là-dessus, et c'est très important sur la nécessité de partager une définition commune des notions de gouvernance, de participation citoyenne, de société civile. Tous ces mots ne sont pas neutres. Et ce sont des mots, parfois on a l'impression qu'on maîtrise tout ce qui est derrière, mais en fait quand on fait un tour de table, on a toutes et tous des définitions différentes. Donc voilà, on a un enjeu là de travail à se doter de notre propre définition.
et de nos propres définitions, d'être attentif aussi dans les enjeux à la diversité des acteurs mobilisés, d'assurer une juste représentation entre l'échelon local et l'échelon métropolitain. Et donc, les questions qui sont nos préalables de départ, c'est quelles sont les ambitions pour cette gouvernance participative. En fait, être clair en fait et vraiment sincère sur le niveau d'ambition, parce qu'on en a un qui est vraiment important. Tout à l'heure, je sais plus qui dans les échanges a mentionné cette échelle de la participation où on passe de l'information à la consultation, à la concertation jusqu'à la codécision. Bon, évidemment, dans l'idéal d'une ambition aujourd'hui, on aimerait aller vers la codécision, mais on part tellement de loin sur ces sujets qu'on se dit il faut être clair dès le départ pour pas créer de la frustration. Et d'ailleurs, je faisais le parallèle tout à l'heure avec l'approche orientée changement, mais typiquement dans les projets de quartier qui ont été écrits de cette manière-là, par exemple, on a procédé par une vision à très long terme et des caps de changement qui vont amener vers cette vision. Sur cette mission, on travaille un peu de la même manière avec notre vision à très long terme qui serait vraiment l'ambition au maximum d'arriver vers de la codécision, mais on sait qu'on va mettre le temps et qu'il va y avoir des caps de changement intermédiaires avant d'arriver à cela. Sur les autres questions, c'est aussi quels sont les sujets en fait ouverts à cette participation, sur quoi on attend cette participation et la forme, le format, comment cette gouvernance va s'articuler avec les autres instances et quelles sont les conditions de réussite de cette participation. C'est notre feuille de route de départ. Quelques mots rapidement sur le groupement qui a été retenu. C'est important, je pense, de le dire parce qu'il y a une complémentarité assez inédite, en tout cas pour nous. On a un cabinet de concertation qui s'appelle Eclectic Experience qui est expert dans l'accompagnement des institutions sur la mise en place de démarches de démocratie participative. Ils ont notamment une grande expérience auprès de la Commission nationale du débat public dans la tenue de débats et de concertations réglementaires. D'ailleurs, je fais une minuscule parenthèse, mais la CNDP, qui d'ailleurs aujourd'hui est un petit peu menacée, en fait, trop peu de monde, je pense, a conscience de l'expertise et de la qualité des méthodes aujourd'hui de la Commission nationale du débat public en matière de transparence, de neutralité de l'information, de reddition des comptes, etc. C'est vraiment un puits de connaissances et de pratiques vertueuses qui sont très inspirantes. Donc, on a apprécié ça aussi chez Eclectic Experience qui a de fait cette expertise. Et puis, on a le CEPEP, le Centre d'études et de pratiques en éducation populaire, qui est une structure hybride qui est à la fois coopérative et association, organisme de formation qui est spécialisé en éducation populaire et en accompagnement du pouvoir d'agir des habitants, qui est très implanté en QPV. Donc vraiment la complémentarité entre les deux, elle est super intéressante parce qu'elle vient répondre à un paradoxe que la mission en fait pose mais incarne en elle-même, c'est qu'on est à la fois dans une demande descendante institutionnelle, c'est un marché public que la métropole a passé qui demande à avoir un espace de démocratie participative dans sa gouvernance du contrat de ville, donc on est dans quelque chose de descendant, et en même temps dans les intentions qu'on a posées dans ce fameux cahier des charges, on veut valoriser, on veut être dans quelque chose d'ascendant. C'est un véritable paradoxe qui fait que c'est complexe et le groupement nous le renvoie beaucoup, ça les met aussi, ça les challenge aussi, mais c'est ce qui rend la mission, je pense, super excitante et qu'ils ont eu envie d'y aller, qu'on a envie d'y aller tous ensemble. Et le paradoxe, on n'arrivera peut-être pas à le résoudre parfaitement, mais on va devoir travailler avec. Et on pense que c'est là, dans les marges, que l'innovation démocratique se cache. Peut-être qu'on a juste, on a juste besoin de poursuivre le travail pour concrétiser ça. Mais voilà pour le groupement. Je pense que je suis un peu longue, j'ai essayé d'accélérer. Merci. Je pourrais vraiment parler 2 heures de cette mission, elle est passionnante, mais je vais plus vite. Sur les intentions de départ, et vraiment j'arrive vers la fin, on s'est dit que pourquoi faire cette mission et travailler sur la gouvernance ouverte. Notre idée, c'est que toujours dans notre logique que j'ai présentée, on se dit que chaque acteur a un rôle complémentaire à jouer et on a la conviction que la gouvernance participative ne doit pas juste être un objet en
soi, mais qu'elle est là pour vraiment améliorer la qualité du partenariat et des coopérations, et notamment avec le droit commun, de faciliter la remontée des enjeux prioritaires, de rendre plus pertinente l'allocation l'offre des outils et d'animation qu'on a dans le contrat de ville, et puis d'accroître notre capacité collective à transformer et à améliorer la qualité de vie des habitants dans les quartiers. Donc vraiment poser le principe que la participation citoyenne est une aide à la décision publique. La décision publique, elle est meilleure et de meilleure qualité quand on a une expertise d'usage et qu'on prend en compte les enjeux de la participation citoyenne. Donc c'est l'amener et y croire et le démontrer en fait. Donc dans les défis qu'on a, c'est un chantier clairement exigeant qui s'ouvre, hein, et comme je vous le disais, il y a plusieurs paradoxes et points de tension. Donc dans nos défis que voilà, je voulais vraiment partager avec vous, c'est qu'on se dit qu'il va falloir être très clair dès le départ, donc dès tout de suite, sur clarifier les règles du jeu et nos marges de manœuvre, sur quoi on peut vraiment agir ensemble, qui va décider in fine dans les premières étapes. Si on veut que la participation elle soit crédible, il faut rendre visible ces marges de manœuvre. Éviter les effets de vitrine. On parlait tout à l'heure de confiance, de défiance. Effectivement, il faut que la démarche elle soit sincère et qu'elle soit en mesure de produire du contenu, de la transformation qui va être entendue, et en tout cas sur lesquels on va rendre des comptes, quels qu'ils soient, mais la reddition des comptes dont je parlais aussi tout à l'heure. Représenter la diversité des acteurs, et c'est ce que disait Lilia tout à l'heure, avec de la participation qu'on rend pas visible. Bien sûr, on connaît les conseils citoyens, et d'ailleurs, il faut reconnaître la robustesse et la résilience de celles et ceux qui, dans les conseils citoyens, mais même par ailleurs, sont là depuis des années et qui ne lâchent absolument pas, et qui ont d'ailleurs pour les conseils citoyens même un cadre légal, hein, qui les maintient. Mais comment on arrive en plus à faire un pas de côté pour accueillir ce qui existe par ailleurs et qui produit aussi des choses qui sont super intéressantes. Créer des passerelles entre les niveaux le local et le métropolitain, ça c'est aussi une condition de réussite sine qua non de la démarche. Et je ne l'ai pas mis sur le support, mais on a un défi, on l'a vu vendredi pendant les assises, à clairement sortir de notre jargon technique. Et ça, c'est pas gagné, la preuve. Hein. On a encore beaucoup de progrès à faire pour cela, pour embarquer aussi tout le monde sur ce sujet. Voilà. Merci beaucoup, Rim. Merci, c'était très, très éclairant. Merci beaucoup. Alors, du coup, je laisse la parole à Ludovic pour la remontée des questions et des remarques. Oui, À merci. toi de jouer, Alors, Ludo. merci. On a une question, donc n'hésitez pas à en poser d'autres. Là, on a une question qui rejoint vos questionnements et aussi les défis que vous avez à relever. C'est sur l'articulation avec les autres instances, et une question notamment des liens qu'il pourrait y avoir avec les codev. Est-ce que vous avez avancé sur cette réflexion? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ça? Eh bien, merci. Je vous remercie de cette question parce que c'était les dernières petites phrases que j'ai fait sauter quand j'étais trop longue. Mais, en fait, c'était vous dire que justement, aujourd'hui, même si on parle de quelque chose de très... Enfin, on souhaite vraiment quelque chose d'expérimental, on avait besoin, hein, même pour écrire le cahier des charges et pour en parler et rendre ça concret, d'imaginer quand même quelque chose. Et typiquement, le codev, c'est exactement le modèle sur lequel on est parti en première intention à imaginer, sans préfigurer de ce que la phase 1 d'élaboration des scénarios va donner, parce qu'on veut pas la compromettre. Mais quand on a besoin d'un peu de citer des exemples, on s'imagine exactement un conseil de développement de la politique de la ville. C'est pour ça aussi qu'on parle de société civile, parce qu'on se dit en fait ça pourrait être super intéressant d'avoir bien sûr les associations, les représentations habitants, les conseils citoyens, les associations de parents d'élèves, etc. Mais aussi, pourquoi pas, les commerçants, les associations de représentants de commerçants, les acteurs économiques, les fondations. Enfin, voilà, ouvrir à d'autres représentations de la société civile. Et en ça peut être gagnant aussi pour notre stratégie de mobilisation du droit commun. On se dit que des acteurs économiques qui s'investissent dans la gouvernance du contrat de ville, peut-être que ça peut aider à ensuite aller davantage mobiliser les politiques publiques de DevEco dans les QPV, par exemple, et ça vaut pour absolument tous les sujets. Je voulais faire un lien parce que Nordine nous a transmis, là, je l'ai mis dans le chat, l'annexe dont il parlait, de la commission. Et à un moment donné, ça parle de participation citoyenne en disant l'enjeu, c'est de l'appréhender comme un processus de coopération entre les citoyens et les institutions.
Et je trouvais que, en tout cas, ça faisait bien écho à ce que Rim vient de nous présenter sur cette idée de plutôt que de penser tout de suite des instances ou des choses on pense plutôt le cadre et les conditions pour réfléchir ensemble à ce qu'on va mettre en place ensemble. Donc cette idée de processus de coopération. Ce que je peux dire aussi pour avoir préparé avec Rim là et t'avoir entendu, évidemment, tu peux pas tout dire, il y a trop de choses à dire. Mais ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que il y a vraiment une démarche de faire ensemble avec l'ensemble des partenaires, des acteurs, avec le prestataire qui a été retenu. Et c'est pas, en tout cas, quand RIM en parle, il n'y a pas cette relation de financeur financé, commanditaire, exécutant. On sent qu'il y a déjà, alors que c'est que le début, cette idée de faire équipe ensemble pour tenter un truc ensemble. Et ça, on le voit beaucoup en approche orientée changement, c'est hyper important. C'est-à-dire que si on fait équipe ensemble, ça veut dire qu'on prend les risques ensemble. Et du coup, on peut oser beaucoup plus loin. Alors que si on reste sur des postures un peu trop parfois classiques de commanditaire, prestataire ou autre, toute la pression est sur l'un ou sur l'autre. Et du coup, on va beaucoup, beaucoup moins oser parce qu'on sait que au moindre faux pas, ça nous retombe dessus. Donc cette approche-là, cette qualité des relations entre les acteurs qui fait la coopération, qui fait la confiance, on a beaucoup parlé aussi, Lilia a beaucoup parlé de ces éléments-là. Ça me paraît vraiment hyper important dans la démarche, quoi. Voilà, merci. Merci Guilo. Donc là, on va enchaîner avec Clarisse Femme, qui est en chefferie de projet sur 2QPV de Strasbourg. Et dans le cadre de sa mission, elle est à cheval entre la ville et l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, elle entend là nous présenter sa réflexion, ou la réflexion en cours, en tout cas, sur ces collectivités-là, pour, en ce qui concerne en tout cas la façon de mieux favoriser la prise en compte ou la participation des habitants au regard, je dirais, de l'effacement des conseils citoyens qui est observable. Alors, Clarisse, je te laisse la parole. Tu vas nous partager un peu cette réflexion en cours là et aussi d'où est-ce qu'elle vient. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je vais vous parler de deux choses aujourd'hui. Donc je vais vous parler à la fois du mode projet qu'on essaye de mettre en place sur des quartiers prioritaires, donc qui sont à Schiltigheim et à Bischheim, avec des collègues donc, des villes de ces deux villes-là avec qui je travaille étroitement, et de vous parler aussi d'une démarche qui est tout juste naissante. Sur comment dire, la montée en compétences et le développement d'une culture de la participation citoyenne qui soit collective au niveau associatif. Ce que disait Monsieur Sylvestre tout à l'heure à propos des coopérations et des coopérations sur la participation citoyenne et sur ce processus de coopération qui prend du temps et qui ne passe pas simplement par le biais des instances, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé après à peu près 2 ans de tentatives de relance des conseils citoyens. Pour vous donner un petit peu le contexte territorial, donc moi je suis chef de projet politique de la ville pour l'Eurométropole de Strasbourg, donc un peu plus de 500 000 habitants, et je travaille donc sur un quartier prioritaire qui est à cheval sur Schiltigheim et Bischheim, où il y a 6 000 habitants. Je suis chef de projet, mais je ne travaille pas toute seule, donc je travaille avec une chef de projet qui est à la ville de Schiltigheim, avec laquelle je travaille en collaboration donc sur les quartiers ouest. Le nom du quartier prioritaire, quartier ouest de Schiltigheim et Bischheim, et qui est aussi, elle, chef de projet sur 2 autres QPV de la ville de Schiltigheim. Sur Bischheim, je travaille aussi avec une personne qui est chef de projet politique de la ville également, mais sur un autre QPV de la commune de Bischheim. Et donc, on a 4 QPV et on tâche de se coordonner au maximum, déjà sur l'ensemble de l'Eurométropole de Strasbourg, mais sur l'Eurométropole Nord, puisqu'on est sur la première couronne nord de la ville, de la métropole. Et donc depuis 2 ans, depuis plus de 2 ans en fait, depuis le Covid, le Conseil citoyen sur les quartiers ouest et c'était largement diminué. Il y a plus que 4 personnes qui sont dans le Conseil citoyen, qui sont toutes âgées, plus de 65 ans, dont 2 n'habitent plus le quartier maintenant et qui ne sont pas vraiment représentatifs, qui sont plus vraiment représentatifs de l'ensemble des habitants du quartier. Si je mets les pieds dans le plat aussi, ce sont 4 personnes d'origine alsacienne dans un quartier qui compte une vingtaine de nationalités. On peut plus forcément dire, on peut même plus du tout dire que c'est un conseil citoyen qui
qui est vivant et représentatif. Sur les deux autres quartiers prioritaires de Schiltigheim et Bischheim, il n'y a plus de conseil citoyen, carrément, qui se réunissent. Et sur le quatrième QPV, en fait, c'est un QPV entrant, donc depuis le 1er janvier 2024, et donc il n'y avait pas de conseil citoyen de base. Mais à la demande du Conseil citoyen des quartiers ouest, on travaille donc depuis 2 ans, plus précisément avec l'État, notamment sur le renouveau de ce Conseil citoyen et en profiter pour essayer de relancer une dynamique sur les différents quartiers prioritaires des deux communes en même temps. Et finalement, on a réussi à sécuriser des financements pour que ce soit des communes de l'Eurométropole, de l'État, pour pouvoir financer un poste pour relancer et animer ces conseils citoyens. Et pendant plus d'1 an, il n'y a pas eu de candidature sur ce poste-là qui pouvait répondre. Alors déjà, il y a eu très peu de candidatures en soi, et la seule personne qu'on a pu recevoir en entretien, en fait, on s'est rendu compte que ça allait plutôt dynamiter, on va dire, la dynamique de conseil citoyen que vraiment la faire vivre. Et donc, on s'est dit qu'il fallait revenir sur certaines bases. On a monté un partenariat avec l'Université de Strasbourg pour faire un diagnostic de la participation citoyenne dans nos quartiers prioritaires et voir quelles seraient des pistes pour réengager tout ça, sans se baser uniquement sur la forme de participation citoyenne qu'est le conseil citoyen. Et ça a été une des conclusions de ce travail fait donc par les étudiants de l'université, c'était de diversifier le format et aussi pour des questions, comment dire, pas d'accessibilité au sens PMR, mais au sens de se rendre accessible, de rendre l'information accessible, fréquente, régulière, de la rendre compréhensible et de sortir du jargon administratif et de passer plutôt sur un mode projet. Et c'est pour ça que donc c'est quelque chose qu'on a fait valider par nos élus en local et évidemment au niveau métropolitain et par l'État, de passer sur quelque chose où on ne se base pas sur l'instance et ensuite on grève des projets dessus, mais plutôt dans chaque projet qui se développe sur le territoire dans nos QPV, on se questionne comment faire de la participation citoyenne. Ça permet une plus grande fluidité de format, ça permet aussi de ne pas se dire c'est absolument par le conseil citoyen qu'on fait peser toute la concertation et tout le processus de participation citoyenne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on teste depuis le début de l'année 2025. Et pour l'instant, on est encore en train de trouver nos marques. Par exemple, sur le renouvellement urbain, il y avait déjà quelque chose qui était enclenché sur la participation citoyenne. On continue là-dessus. Sur la fête de quartier, donc qui n'avait pas eu lieu depuis le Covid, on intègre aussi au fur et à mesure les habitants et les habitantes. Et on essaye donc d'adapter vraiment à chaque projet le degré de participation citoyenne aussi, parce que par exemple sur certains projets d'aménagement qu'il peut y avoir dans le quartier, on sait que faire de la concertation, ça ne va pas être pertinent parce qu'il y a un certain nombre de décisions qui sont déjà prises. Donc c'est aussi pour nous l'occasion de retravailler le cadre de la concertation et se redire avec les techniciens et les techniciennes, mais aussi avec les élus, comment on cadre les choses pour ne pas partir avec des bonnes intentions, faire de la concertation en disant imaginez, je dis n'importe quoi, la nouvelle place du quartier, alors qu'en fait on sait déjà ce qu'on peut mettre sur la place, des arbres, enlever les places de parking et tout. Et donc c'est aussi pour nous un changement de pratique professionnelle sur un certain nombre de choses, que ce soit sur comment on fait de la concertation et tout simplement le processus de concertation en lui-même, puisqu'on va chercher nos collègues des différents services avec lesquels on travaille pour, par exemple, travailler sur la fête de quartier, comment on essaie de faire les choses de façon un peu plus participative. Concrètement, c'est encore balbutiant, mais je trouvais aussi intéressant le descriptif de la conférence d'aujourd'hui et de parler du delta entre les intentions et la réalisation. Et c'est ce dont on se rend compte aussi au fur et à mesure qu'on travaille sur cette thématique-là depuis plusieurs mois avec mes collègues, c'est qu'entre l'intention de se dire qu'on va concerter, on va faire, mettons, une fête de quartier très participative, et la réalité, en fait, il y a un certain nombre de choses où c'est pas forcément pertinent de faire de la concertation par exemple, il faut avoir une base pour pouvoir faire de la concertation, et c'est l'idée de la fête de quartier cette année, c'est qu'on s'est dit finalement, on va proposer un certain nombre de choses. C'était aussi d'ailleurs la commande de notre élu, de dire proposer des choses comme ça fait longtemps que la fête de quartier n'a pas été organisée, ne sollicitez pas trop les habitants,
C'est pas à eux de faire, c'est à nous, c'est au service d'abord de faire. Et ensuite, on aura des retours et on pourra ajuster. Et ce sera aussi l'occasion de recréer de la convivialité, élément qui nous semble extrêmement important. Et à ce moment-là, de pouvoir mobiliser via quelque chose qui est quand même plus parlant aussi, plutôt que de mobiliser sous des formats parfois un peu difficile parce qu'on va faire un atelier de 2 heures pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait sur la fête de quartier? Alors que là, on va pouvoir avoir sur le moment, dire, OK, donnez-nous votre avis avec des systèmes de gommettes, ce sera un peu plus vivant, les gens auront l'objet sous les yeux, l'auront vécu toute l'après-midi, toute la soirée et pourront faire des retours à vif avec quelque chose qui est moins dans la tête. Ce qu'on se rend compte aussi, enfin, ce qu'on sait aussi en concertation et en participation citoyenne, c'est que la temporalité des administrations et la temporalité des habitants et des habitantes n'est pas est différente et qu'il faut prendre ça en compte. Et donc là, en faisant de la concertation sur le vif, sur le moment, pendant la fête de quartier, on a espoir que ce soit plus pertinent. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire donc un peu plus depuis 6 mois. C'est au lieu de créer des événements de concertation ou de participation citoyenne, c'est plutôt de se greffer sur des choses et des animations déjà existantes. Voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous présenter. Et la deuxième chose que je peux vous présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on initie tout juste depuis 1 mois ou 2, donc avec Laetitia Rocher de Lorive notamment, ce qui concerne le redéveloppement d'une culture collective de la participation citoyenne. Avec le renouveau du contrat de ville et avec donc le développement des plans d'action territoriaux, plusieurs associations sur les quartiers ouest ont fait remonter le besoin, justement, avec cet axe transversal, en tout cas sur l'Eurométropole de Strasbourg, qui est la participation citoyenne, de travailler en particulier cette thématique-là. Et je cite l'association qui a mis le sujet sur la table. Avant, on faisait de la concertation et c'était mieux. Maintenant, on a perdu ces habitudes-là. Et donc, ce qu'on vise à faire et ce à quoi on réfléchit avec l'ORIV, mais aussi donc avec l'État, et puis avec nos différents collègues qui font de la participation citoyenne sur différents quartiers de Strasbourg et donc de Schilksheim et Bischheim, c'est de se dire, OK, comment on peut, sur l'année qui vient et même les 2 années qui viennent, parce que c'est quelque chose qui se développe dans le temps long, qui ne peut pas changer du jour au lendemain, c'est comment on redéveloppe cette culture. Ce à quoi on est arrivé et qui a été, on va dire, validé par les partenaires associatifs comme, on va dire, chronologie pour l'année qui s'annonce, c'est d'avoir un premier temps à l'automne. On réunit tous les acteurs associatifs et on fait un temps de diagnostic. En gros, déjà, qu'est-ce que c'est la participation citoyenne et pourquoi on en fait? Se redonner des objectifs et des référentiels communs sur la question. Se poser la question de quels sont les besoins et quelles sont les pratiques existantes. Et à partir de ça, organiser un deuxième temps, donc plutôt au début d'année 2026, sur de l'outillage, des formations qu'on aurait pu identifier en lien avec les partenaires associatifs qui répondent précisément aux besoins qui ont été listés, avec des objectifs, pas forcément des grands objectifs pour l'année 2025-2026, ça peut être un petit objectif, mais si tous les acteurs associatifs et les services des collectivités arrivent à se mettre d'accord sur un petit objectif et à le réaliser ensemble, je pense qu'on aura déjà énormément gagné, ne serait-ce qu'en pratique professionnelle collective et changement justement et ce redéveloppement de la culture partagée de la participation citoyenne. Et un troisième temps où on se dit qu'il ne faut pas qu'on reste dans notre coin entre professionnels à discuter de la participation citoyenne sans les premières personnes concernées, et donc avoir un temps où on va échanger avec des habitants et des habitantes sur comment mieux faire de la participation citoyenne. Alors ça, c'est pour l'instant, comme le projet est tout chaud, on est encore en train de trouver les personnes qui vont nous accompagner sur l'animation des temps, que ce soit sur le premier, deuxième et troisième temps, enfin, les personnes et les structures. C'est encore quelque chose qui va s'ajuster dans les mois prochains, et pour l'instant, on peut dire même quasiment que c'est un vœu pieux parce qu'on ne sait pas si ça va marcher à terme, mais nous, en tout cas, on est intéressés pour accompagner cette dynamique de renaissance de la culture de la participation citoyenne sur nos 4 quartiers prioritaires, vraiment en dynamique interquartier et intercommunale, et bien de le faire du point de vue des associations, pas du point de vue des collectivités, parce que c'est pas exactement la même chose de
de faire de la participation citoyenne en tant qu'association ou en tant que collectivité, même si on se doute tout à fait que ça va avoir un impact sur nos pratiques à nous aussi, et que ça va avoir un impact puisque forcément les associations, pour développer un certain nombre de projets, pas tous, mais c'est probablement un certain nombre, viendront nous chercher, nous, ou viendront chercher les différents services de droit commun des collectivités et de l'État pour développer des projets en disant, non, on veut monter les projets de telle et telle façon avec les habitants, on a besoin d'appui, et voilà. Ça va forcément nous bousculer un petit peu dans nos pratiques, et on le voit de façon plutôt positive avec les collègues de Schultigheim, Bischheim et de l'Eurométropole. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention très intéressante. Ludovic, est-ce qu'il y a des questions et des remarques? Alors, on a une remarque, question. Donc, les conseils citoyens, ça a été dit tout à l'heure, sont toujours obligatoires, mais peuvent prendre une forme variable, comme ça a été dit. Quelles pourraient être les répercussions pour les villes en l'absence de conseils citoyens? Je sais pas si c'est une question qui s'adresse à Clarisse ou plus largement. Je peux vous répondre à mon niveau, puis après je laisserai qui devra compléter. Nous, ça a été une surprise concrètement, parce que l'année dernière, la préfète déléguée à l'égalité des chances chez nous a dit oui, les conseils citoyens qui sont encore en bonne forme sur l'Eurométropole de Strasbourg, il faut les continuer parce qu'il n'est pas du tout question de les supprimer, mais sur les autres quartiers, si ce n'est plus en bonne forme, eh bien il faut valoriser les pratiques accompagner les pratiques de participation citoyenne existantes et fonctionnelles. Et donc, quand on a eu le décret, on a été assez surpris parce que nous, on partait plutôt du principe qu'on allait passer donc complètement au mode projet, qu'il n'y avait plus cette obligation des conseils citoyens. Bon, entre deux, il se trouve que le conseil citoyen continue de se réunir sur les quartiers ouest et que sur les 3 autres QPV, comme il n'y en a plus, il n'y a pas forcément de démarche pour l'instant initiée pour les relancer de zéro ou tout simplement le lancer pour le nouveau QPV. Voilà. Très bien. Et on n'a pas eu pour l'instant en local, nous, on n'a pas eu d'instruction directe de relancer ces conseils citoyens coûte que coûte. Puis j'ajouterais que nous, en local, en tout cas sur justement toutes les réflexions sur la participation citoyenne et l'accompagnement qu'on peut avoir à toute cette démarche, on associe l'État, on associe la déléguée du préfet. Donc on le fait plutôt en toute transparence là-dessus. Très bien. Je vous propose de clore cette 4e édition et du coup ce cycle entier. Merci à toutes et à tous pour votre participation.